Pascal Schmitter, je suis responsable des partenariats CGP chez Crédit Mutuel Investment Manager. J'ai la joie d'accompagner Alexis Bossard, gérant de CMCIC Pierre. Je le rappelle, un fonds d'action en immobilier coté européen d'un peu plus de 100 millions d'euros qu'il gère depuis plus de 5 ans. Le fonds existe depuis 2002. Il a un SRRI de 6 sur 7. La question aujourd'hui, parce qu'on s'était vu le 19 mai dernier, c'est en fin de compte de savoir comment la crise sanitaire a rebattu les cartes dans le secteur immobilier. Alors, Alexis, est-ce que les cartes ont été rebattues ou pas? Bonjour Pascal. Alors effectivement, il y a eu de nombreux impacts qui ont eu lieu au cours de cette crise. Il est difficile de savoir si finalement la crise du coronavirus a vraiment rebattu les cartes. Une chose qui est sûre, c'est d'un point de vue boursier, on a vraiment vu des écarts de performance très importants, avec finalement d'un côté des perdants et de l'autre donc des gagnants. Alors sans surprise, on a eu les perdants tels que l'hôtellerie, les foncières de commerce et dans une moindre mesure peut-être le bureau, qui effectivement avec le confinement ont vraiment eu des problèmes finalement de collecte de loyers, ont eu des problèmes finalement de taux de vacances qui peuvent éventuellement arriver. Et de l'autre, on a eu vraiment des gagnants liés à cette crise du coronavirus. On pense mécaniquement à la logistique qui bénéficie de la croissance du e-commerce, mais ça a été également le cas du logement. Tout le monde aujourd'hui a besoin d'avoir un toit et on a apprécié, les investisseurs ont apprécié finalement le caractère défensif des foncières résidentielles avec justement des performances comme Vonovia où on fait plus de 30% depuis le début de l'année et pour la logistique des acteurs comme VGP ou encore Warehouse Depot qui sont en progression de 25 à 30%. Donc plus que d'avoir vraiment rebattu les cartes, la crise du coronavirus, elle a vraiment finalement conforté ou confirmé des tendances qui étaient déjà en place, ce qui explique justement ces écarts de performance. On avait des tendances comme l'urbanisation, on a parlé du e-commerce, le vieillissement de la population, sont finalement des tendances de fond qui étaient déjà en place avant la crise du coronavirus et qui finalement se sont confirmées avec le coronavirus. Et donc on a finalement une justification de ces écarts de performance assez importants, puisque pour les foncières de commerce, on est quand même sur des valeurs qui ont baissé de 60 à 70% pour bon nombre d'entre elles. Ok, alors je crois qu'il est important de rappeler quand même que le fonds, c'est un fonds action, donc il y a une certaine liquidité qui permet justement d'agir rapidement ou pas, mais en tout cas la liquidité c'est bien évidemment très salvateur dans les marchés. Concrètement, des mouvements que tu as opérés pendant cette période? Alors la liquidité ça a vraiment été un atout pour nous. Effectivement, c'est un atout, contrairement à d'autres supports papier, de pierre papier comme les OPCI ou les SCPI. L'immobilier coté apporte cette liquidité qui est à la fois un avantage pour le porteur puisqu'il peut céder et arbitrer ses parts dans la journée, mais c'est également un avantage fort pour le gérant. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place au cours donc, de la baisse des marchés au courant du mois de mars et du mois d'avril. On a vraiment essayé finalement d'arbitrer et de tirer profit de cette liquidité avec finalement une exposition aux foncières de l'hôtellerie et aux foncières de commerce qui a été fortement réduite. On a clairement coupé notre exposition à l'hôtellerie. Donc on a vraiment aujourd'hui 0% d'exposition à l'hôtellerie. Et pour ce qui est des foncières de commerce, c'est ce que vous voyez là sur la slide à gauche, c'est moins de 2% d'exposition du fonds. Donc on a clairement préféré se couper un bras dans la baisse, acter une moins-value, compte tenu justement de ce contexte incertain sur l'avenir des foncières de commerce et même de l'hôtellerie, puisqu'aujourd'hui, on le voit encore, le tourisme est à l'arrêt, il est difficile de voyager, on repart difficilement travailler finalement ou faire des rencontres à l'international. Et pour ce qui est des foncières de commerce, on a toujours ces contraintes associées à éventuellement une deuxième vague qui pèsent sur la rentabilité et sur les éventuels revenus que pourraient percevoir les foncières de commerce. Et à l'inverse, on a plutôt misé finalement un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les gagnants, donc la logistique et le résidentiel. Si on agrège les deux, ce que vous voyez à gauche, c'est presque 2/3 du portefeuille aujourd'hui, donc avec la logistique qui est presque proche de 1/4 du portefeuille et le résidentiel et les logements pour 42%. Donc c'est vraiment cette quille un peu de ce navire du fonds CMCIC Pierre, avec finalement une poche logistique qui bénéficie à plein de la croissance du e-commerce, le résidentiel qui est très apprécié pour son caractère défensif, sa forte visibilité et son appréciation. Je mentionne un petit peu que le résidentiel, on est principalement sur du résidentiel associé à des pays du Nord et à des pays plutôt qu'aux pays du Sud, méditerranéen du Sud. Nord de je l'Europe. pense exactement, Suède, Allemagne. On a effectivement un biais, et ça n'a pas été forcément mentionné jusqu'à présent, où on voit une exposition Scandinavie plus Allemagne qui représente 60%
50% du fonds. C'est un vrai biais aussi qu'on a accentué, qui était déjà présent avant la crise du coronavirus et qu'on a accentué dans la baisse. On pense effectivement que d'un point de vue macroéconomique, la situation se passe un peu mieux, légèrement mieux dans les pays du Nord par rapport aux pays du Sud, et ce qui explique finalement ce biais lié à la Scandinavie, donc Norvège, Finlande, Suède, et également Allemagne et Pays-Bas. Ce qui est notable aussi, c'est que la répartition de ton allocation d'actifs, elle est assez proche de la vie de nous tous, entre l'hôtellerie, la logistique, les centres commerciaux, l'appréciation qu'on peut avoir des centres commerciaux. Donc c'est vrai que lire ton allocation d'actifs, elle parle toute seule, elle est très proche des préconisations et du quotidien de nous tous. Alors, d'un point de vue allocation d'actifs, on voit bien les mouvements qui ont été faits et qui ont été opérés pendant cette période et cette liquidité, aussi bien au niveau du porteur de l'action, tel que tu l'as dit, qu'au niveau des sociétés que tu choisis. Est-ce qu'on peut aller dans des exemples précis en fin de compte? Alors, ce qu'on aime bien généralement, c'est en début d'année, c'est de présenter plusieurs thématiques d'investissement. Donc ici, sur cette slide qui arrive, j'espère, vous avez les 4 thématiques finalement qu'on a proposées au début de l'année 2020. Donc la première, c'était le résidentiel allemand et scandinave. Donc c'est une thématique sur laquelle on reste confiant. La deuxième, c'était le bureau en Allemagne et en Scandinavie, avec des acteurs comme Fabege, Entra ou CAIMO. Et pour le coup, effectivement, il y a une vraie interrogation avec la génération du télétravail. Et aujourd'hui, même si on a du mal encore à avoir une vraie conviction sur l'évolution des foncières de bureaux, c'est une thématique que l'on a tendance aujourd'hui à beaucoup moins mettre en avant. Et par contre, les 2 dernières, la surexposition à la logistique d'une part, et également les investissements dans les foncières de niche, sont 2 thématiques que nous apprécions particulièrement. Donc si on veut rentrer un petit peu dans le détail, alors pour le résidentiel allemand, on entend souvent parler de foncières comme Vonovia, donc c'est 30 milliards, c'est une très grosse foncière, 30 milliards d'euros de capitalisation. Elle bénéficie de tendances qui leur sont très favorables, liées justement à un problème d'offre locative en Allemagne. On est sur des niveaux de prix et des niveaux de loyers qui sont extrêmement bas comparé à ce qu'on peut connaître nous en France. On est généralement sur des loyers qui sont autour de 10, 12 euros du mètre carré contre des prix qui sont plutôt de l'ordre de 30 à 35 facilement en Paris et région parisienne. Donc on est vraiment sur des niveaux de loyer qui sont bien plus faibles et également sur des niveaux de prix qui sont également eux aussi plus faibles puisque la moyenne est plutôt autour de 2000 euros du mètre carré en Allemagne et toute nouvelle création neuve qui pourrait permettre justement de détendre un peu cette tension sur l'offre locative est compliquée puisque aujourd'hui si vous voulez créer un nouveau logement, on est plutôt de l'ordre de 4000 euros du mètre carré contre finalement une réhabilitation de l'ancien qui serait plutôt autour de 2000-2500 euros du mètre carré. Donc il y a une vraie appréciation, un vrai effet de rattrapage à la fois sur les loyers et à la fois sur les prix sur le marché allemand. Il y a eu effectivement de nombreux articles qui ont été écrits dessus, différentes émissions même sur Capital qui ont été mises en avant et l'acteur qu'on aime bien jouer justement pour répondre à cette tension sur le marché locatif, sur le marché résidentiel allemand, c'est Instone. Ce n'est pas une foncière qui détient des biens, c'est un promoteur. Donc c'est un peu la spécificité d'Instone. C'est un promoteur qui est très bien exposé dans des localisations très centrales en Allemagne, sur les 7 à 8 grandes villes allemandes, et qui justement est vraiment une des réponses, une des clés pour répondre à cette solution justement de tension sur le marché locatif allemand. Parmi les autres foncières qu'on aimerait bien mettre en avant, alors je vous parlais effectivement des foncières de bureaux où on a des interrogations, il est encore très difficile aujourd'hui de se faire une idée, une conviction. Je pense à Fabege en Scandinavie. On a eu tendance plutôt, et ça a été le cas également pour Gecina, à légèrement sous-pondérer notre exposition, à légèrement alléger notre exposition sur l'immobilier de bureau, compte tenu du contexte actuel, compte tenu des incertitudes que l'on voit et d'éventuelles renégociations qu'on pourrait avoir avec la génération du télétravail. On se doute bien qu'on ne sera pas sur du 100% télétravail demain. Pour autant, la mise en place de télétravail de 1 à 2 jours va mécaniquement développer des espaces locatifs supplémentaires sur le marché. Je pense à c'est BNP qui a annoncé quand même de réduire de 25% l'usage de ces mètres carrés d'ici 2025. Donc on est quand même sur des chiffres très importants. Et la vague finalement du télétravail, elle vient surtout des États-Unis où on est sur une généralisation, en tout cas sur des tendances très fortes. Je pense à Facebook ou même Twitter qui souhaitent vraiment généraliser le télétravail au maximum. Et on le voit par rapport à des villes comme Paris où effectivement ça commence à arriver et on pourrait avoir finalement un peu de vacances qui pourraient peser sur la croissance que l'on
que l'on voyait jusqu'à présent sur l'immobilier de bureau. Donc tu es déjà un peu en place sur une éventuelle importation de ces idées de télétravail, quoi, hein. Exactement. Alors, ce qu'on va essayer de faire dans l'immobilier de bureau, je vous parlais d'un allègement au global. Par contre, si on regarde dans le détail, ce qu'on a plutôt essayé de faire, c'était reconcentrer un peu notre exposition sur les localisations plutôt, ce qu'on va dire prime, quartier centre d'affaires, les localisations les plus centrales, les mieux desservies par les transports, les plus appréciées, qui pour nous représentent un risque plus faible. Et à l'inverse, les zones tiers 2, tiers 3, je pense Île-de-France ou Croissant Ouest, on a eu plutôt tendance à alléger, je pense par exemple à ICAD en France, et pour favoriser justement Gecina à l'inverse, parce qu'il y a eu finalement une correction des foncières de bureau de manière un peu généralisée, et on a nous essayé d'arbitrer sur celles où le risque nous paraît le moins élevé. Je crois qu'il est bon de rappeler à ce moment-là que, alors c'est un peu moins le cas là avec la crise du coronavirus parce que tu pourras certainement un peu moins te déplacer comme nous tous malheureusement, puisqu'on aime bien ça, mais je crois que assez régulièrement tu te rends quand même sur place pour jeter un coup d'œil et au-delà de jeter un coup d'œil, d'avoir une lecture disons plus précise de ce que dans quoi tu investis, quoi, hein. Exactement, alors c'est vraiment un élément très important du process d'investissement dans le fonds CMCIC Pierre, c'est vraiment de se rendre sur place. Alors c'est vrai que là, avec le coronavirus, on commence à un peu à avoir ces interrogations sur il va bien falloir un jour qu'on revienne voir les actifs, se déplacer, etc. Donc c'est pas encore à l'ordre du jour, on commence à le faire un petit peu. Néanmoins, il y a eu beaucoup d'événements qui ont déjà été annulés jusqu'à présent, mais je pense que voilà, début 2021, on devrait revenir un peu sur cette tendance d'aller voir les actifs. Quand je pense à visite d'actifs, parmi les derniers que j'avais vus et que j'ai beaucoup apprécié, et ça fait un peu la suite à ce qu'on disait sur dans les arbitrages qu'on a pu faire, une des foncières qu'on apprécie particulièrement et qui bénéficie de l'essor du e-commerce, c'est Sigro. Alors Sigro, c'est une foncière de commerce anglaise. Elle a à peu près 55% de ses actifs qui sont situés au Royaume-Uni. Et 45% en Europe continentale. Et ce qu'on apprécie particulièrement chez Sigro, c'est cette exposition à la logistique urbaine. Alors il y a effectivement d'un côté la logistique des grands entrepôts, des grandes boîtes qu'on voit généralement au bord des autoroutes, du côté d'Orléans ou au nord de Paris. Et de l'autre côté, on a finalement une logistique urbaine. Finalement, c'est un sous-segment dans un segment. La logistique urbaine, ce sont des actifs beaucoup plus petits que ces grandes boîtes, mais qui, eux, s'occupent finalement de la livraison généralement en moins de 2 heures ou la livraison dans la journée. Et il y a une très très forte demande sur ces actifs-là. Ce sont des actifs donc plus petits, qui sont sur des localisations très centrales et qui sont finalement en concurrence avec également de l'immobilier de bureau ou du résidentiel, et ce qui rend justement le foncier très rare et très attractif pour ceux qui le détiennent. Et parmi les dernières visites que j'avais pu faire, c'était pour Sigro, l'aire de logistique qui est situé à Gennevilliers et qui s'occupe de livrer finalement le showroom que vous avez Ikea, le showroom Ikea situé à la Madeleine à Paris. Et cette exposition finalement, elle devait être à Gennevilliers finalement suffisamment centrale pour pouvoir justement réaliser cette livraison dans la journée des différents acheteurs du showroom d'Ikea. Et ça a été la même chose aussi pour un de leurs actifs situé du côté d'Aulnay-sous-Bois, donc sur l'ancien site de PSA de Peugeot, sur la 1 en allant vers le Bourget. Ce sont ces actifs qui sont donc aujourd'hui détenus ou loués par Carrefour, pour livrer tous les différents Carrefour Market dans la journée ou pour livrer tous leurs clients. Ils ont 2 actifs pour livrer tous leurs clients dans la journée par rapport à la livraison donc, alimentaire qu'il peut y avoir dans Paris et dans la petite couronne. Voilà, donc vous aurez noté la présence d'Alexis un peu partout. Si vous croisez une voiture CIC, c'est Alexis qui visite un entrepôt. C'est cette fameuse allégorie du dernier kilomètre, en fin de compte, que tu illustres là, disons, hein. Exactement. C'est ça, hein, tout à fait. Donc, on rappelle quand même rapidement l'allocation d'actifs. Donc, en résidentiel promotion, on a un peu plus de 40%. En bureau, à peu près 10%. Je fais large. En logistique, pas loin de 23%. Centres commerciaux, on a vu qu'on est en dessous de 2%, et tu as expliqué pourquoi. On a là un sous-segment de niche à 18,5%. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus ? Alors oui, les investissements de niche pour nous, c'est un peu un boulgui-boulga. Non. Concrètement, on y intègre donc l'hôtellerie. Aujourd'hui, on n'en a plus, mais on intègre également des foncières de santé. Ça peut être également des foncières de garde-meubles, des résidences étudiantes. Et si on parle des résidences étudiantes ou des garde-meubles, effectivement, on est sur des tendances qui, pour nous, on parlait tout à l'heure des tendances structurelles qui sont favorables à ces actifs immobiliers. Clairement, c'est le cas. Et on a un actif que l'on aime bien, c'est Shurgard. Alors vous devez certainement les voir, donc ce sont des bâtiments blancs et rouges. Ce sont des garde-meubles. Donc c'est le leader européen des garde-meubles. Il est présent donc justement à 27% au Benelux, 24% en France, 23% en Scandinavie et 21% au UK.
Donc on est sur un des leaders qui a un portefeuille de près de 2,6 milliards d'actifs et qui souvent est situé dans des localisations, encore une fois, relativement centrales. Difficile d'être vraiment dans le cœur de Paris, mais bien souvent sur les portes de Paris. Et c'est également le cas pour la M25 à Londres. Donc on est souvent sur les périphéries des grandes métropoles européennes. Et ce qu'on apprécie sur ce garde-meuble de Shurgard, c'est le côté un peu indépendant du cycle économique. On va bénéficier finalement de tendances qui sont beaucoup plus liées au rythme de la vie. Ça peut être lié à des cas de divorce, il y a des cas de déménagement, il y a des naissances, où vous vous retrouvez finalement en déficit de place dans votre appartement. Et le garde-meuble, et Shurgard en l'occurrence, est une solution finalement pour vous, pour bénéficier finalement d'espaces supplémentaires. Et on a vraiment une foncière qui est en pleine expansion. On a effectivement un marché qui se développe et Shurgard aujourd'hui, indépendamment de l'impact macroéconomique que pourrait représenter le coronavirus, bénéficie de ces tendances-là et en plus possède un pipeline assez conséquent de développement futur. On boit tes paroles et on constate que même la forte conviction que tu as dans ces entreprises peut peut-être permettre de développer leur chiffre d'affaires. Tu es en train de nous le vendre là, disons. Donc c'est plutôt une bonne idée, quoi, disons. Donc on est acheteur de Shurgard en tant que consommateur. D'accord. Une autre idée ? On a également, alors ça va être pour les résidences étudiantes, on apprécie, on en a parlé déjà dans une présentation il y a à peu près un an, c'est Xior, donc c'est une foncière belge exposée justement donc aux résidences étudiantes. Ils étaient au départ uniquement présents donc au Benelux, principalement Belgique et Pays-Bas. La Belgique est plutôt un marché, on va dire, domestique, avec quelques étudiants français, et à l'inverse, les Pays-Bas avec effectivement beaucoup plus d'étudiants internationaux, beaucoup plus exposés finalement aux échanges Erasmus. Et depuis désormais maintenant 1 an et demi, Xior se développe à l'international avec des acquisitions en Espagne qui permettent justement d'accroître le développement donc, et le portefeuille de ce groupe. Et on est pareil sur des tendances où le taux de vacances est extrêmement faible, on parle de 1,5 à 2% de vacances, et où il y a une très forte demande justement associée à la croissance des échanges étudiants internationaux. Ok, écoute, merci pour ces précisions. Et puis tu as certainement encore d'autres idées un peu secrètes, disons, que tu conserveras pour faire de la performance future. Avant d'appréhender la performance qui est excellente, il faudra quand même le repréciser. L'objectif de notre intervention aujourd'hui, après celle du 19 mai, c'était de voir comment la crise avait rebattu les cartes dans le secteur immobilier. Je crois que tu as été assez précis et assez clair. Tu as bénéficié de la liquidité qui t'est donnée par les supports que tu utilises, assez proche de notre quotidien. Pour tout ce qui est garde-meubles, baisser les allocations d'actifs sur des contraintes qui sont un peu plus difficiles à gérer. Est-ce qu'on peut faire un petit focus quand même sur la performance ? Parce que moi, elle me paraît quand même toujours très bonne, quoi, disons. Oui, alors concrètement, on est encore un peu en territoire négatif par rapport au début de l'année. Mais un petit peu comme ce qu'on disait, il y a vraiment eu donc, des écarts de performance très forts. Et c'est vrai que nos paris 2020, alors on mentionnait les bureaux qui n'ont peut-être pas été un pari tout à fait judicieux, compte tenu de la correction des foncières de bureaux. À l'inverse, on a vraiment plutôt bénéficié, on a plutôt bien tiré notre épingle du jeu sur les performances liées à notre exposition donc, aux résidentiels scandinaves et allemands, et également aux foncières de logistique, qui donc justement ont bien aidé la performance du fonds. Je sais que souvent on nous parle de est-ce que c'est pas le bon moment pour revenir sur les foncières de commerce. Je dirais que aujourd'hui, je pense qu'il est peut-être trop tôt, c'est peut-être prématuré aujourd'hui. Il y a encore trop d'incertitudes par rapport justement à la collection des loyers, aux éventuelles renégociations qui vont avoir lieu, et surtout par rapport à la qualité du bilan des foncières de commerce. On a actuellement aucune transaction qui sont effectuées dans les grands centres commerciaux, et c'est un peu l'interrogation, il est difficile de se faire une idée précise de la valorisation de ces actifs, donc on reste encore à l'écart de ces foncières-là. À l'inverse, on pense, nous, que le potentiel, et je pense entre autres à la logistique, le potentiel, il est énorme. Et j'ai parlé de la logistique, mais je n'ai pas parlé, par exemple, des data centers. Les foncières de data centers bénéficient pleinement de la croissance de la data. Et quand on voit aujourd'hui la performance des valeurs technologiques, la performance du Nasdaq, on peut supposer que les foncières de data centers, les foncières digitales, vont elles aussi croître en ligne avec finalement ce que peuvent éventuellement connaître leurs principaux clients technologiques. Donc on a vraiment, je pense, encore un potentiel assez fort sur ces valeurs qui sont finalement des valeurs de croissance. On est en plus sur un environnement de taux, on a cru comprendre clairement qu'il va rester encore sur des niveaux extrêmement bas, encore pour au moins les 3 à 4 prochaines années, compte tenu des problématiques liées au redémarrage de l'inflation. Et tant qu'on n'aura pas cette inflation, finalement ce contexte favorable de taux extrêmement bas, avec des foncières de commerce qui, elles, sont situées sur les bonnes tendances
les bonnes tendances justement de croissance, les tendances structurelles qui leur sont favorables, on pense vraiment finalement avoir encore un potentiel d'appréciation significatif et on l'espère finir l'année en territoire positif. Voilà, on le voit sur le moyen terme et le long terme, même si en fin de compte il n'est aux commandes entre guillemets que depuis 5 ans, ce qui est déjà pas mal en termes de durée. Le fonds existe depuis 2002, il a des performances très éloquentes que vous retrouverez sur toutes les documentations. Je rappelle qu'il est à inscrire bien évidemment dans une politique long terme de diversification, plus que jamais. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur tout ce qui a été dit? On se revoit début d'année pour faire un point? Très bien, ce sera l'occasion de reparler des thématiques Voilà. 2021. On aime bien vous revoir avec les mêmes arguments et puis surtout assumer les décisions qui ont été prises. On les espère dans la ligne de ce qui est fait depuis maintenant plus de 10 ans avec des performances quand même très éloquentes. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées, ça a l'air clair. Alexis est toujours parfait quand il ne se balade pas sur le périphérique avec la voiture du CIC. Mais bon, voilà. Écoutez, nous, on était en tout cas ravis de vous faire part de l'avis du fonds. On va continuer à le faire vivre de la même manière, avec des échéances comme ça, trimestrielles. Là, on fera certainement un point annuel en début 2021 sur l'année 2020. On vous souhaite beaucoup de courage et puis plein de santé. Bonne journée. Merci.